Petit bip, oui, donc c'est bon. Donc, on va continuer d'explorer un petit peu ce qu'on a vu la semaine passée, à savoir, on va retravailler un petit peu sur ces notions de particules. On avait appelé ça billes. Alors, j'ai renommé ça plutôt en classe particle ou particules. Alors, c'est vrai que j'ai une tendance, ça fait depuis que je débute à programmer, à mélanger un petit peu français et anglais dans mes nommages de variables ou de classes. Et c'est vrai que ça ajoute un petit peu de confusion. On a à la fois des noms en français, des nommages qui sont en anglais. Donc là, j'ai pris le parti vraiment d'essayer de tout nommer en anglais, puisque vous l'avez compris, hein, les langages, ou en tout cas P5JS et Processing, travaillent avec une nomenclature, ou en tout cas des dictionnaires de commandes qui sont en anglais. Donc on va essayer de se tenir à ça. Et c'est vrai que quand j'ai préparé hier un petit peu, je renommais un petit peu mes variables, un coup en français, un coup en anglais, et ce qui amène un petit peu de confusion. Alors donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir donc ces deux notions. Alors vous inquiétez pas, ça va pas être des notions. On va pas faire le titre paraît un petit peu compliqué ici, force et champ vectoriel. Ça va être simplement en fait une manière d'appliquer. Vous allez voir, ou en tout cas de modifier la vitesse de nos particules, qui pour l'instant, vous vous souvenez, étaient linéaires, hein, c'est-à-dire qu'on plaçait les particules sur l'écran. Donc on avait une stratégie pour les placer au démarrage. On les plaçait soit au centre systématiquement, ou soit un petit peu au hasard sur l'écran. Et ensuite, on faisait varier leur vitesse. Alors, faire varier leur vitesse, c'était relativement simple. Il suffisait d'ajouter une quantité qu'on appelait la vitesse, à la fois sur la composante, donc la partie horizontale, et sur la composante Y, donc la partie verticale. Donc aujourd'hui, on va voir en fait comment on peut moduler, ou en tout cas comment on va pouvoir modifier cette vitesse, donc de deux manières. La première qu'on va utiliser, alors je l'ai mis un peu à l'envers, mais ça va être le champ vectoriel. Bon, c'est un terme un petit peu savant, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal en graphisme génératif, qu'on appelle flow field. Alors, je vous ai mis un lien qui est vraiment pas mal, que j'ai trouvé avant-hier, voilà, d'un artiste en fait qui s'appelle Tyler Hobbs, et qui utilise, alors pas forcément Processing.js, mais je pense un autre langage, pour générer comme ça des images et puis des impressions. Donc, vous allez voir que on peut générer en fait ce type d'image avec notre système de particules, et avec en lui appliquant une vitesse un petit peu particulière. Donc, on va préciser ça et vous verrez qu'on peut générer des choses assez organiques. Donc, on va réutiliser aussi une fonction qu'on avait vue, qu'on avait étudiée l'an passé. Donc, on va la revoir un petit peu en détail, une fonction qui s'appelle noise, qui permet comme ça de générer une séquence de nombres pseudo-aléatoires, c'est-à-dire une séquence de nombres dont dont les suites en fait vont être plus ou moins cohérentes avec ce qui a été tiré précédemment comme nombre. Donc on va utiliser ça, et vous verrez que on va pouvoir produire des images qui se rapprochent un petit peu de ça, et que c'est assez intéressant en fait à manipuler, surtout à manipuler un petit peu tous les paramètres. Donc on en profitera d'ailleurs pour revoir aussi, alors bon, je verrai si on a le temps, mais la notion de contrôle, c'est-à-dire, vous vous souvenez, hein, le fait de pouvoir comme ça s'adresser à une variable de notre programme par le biais d'une interface. Donc là, ça peut être un slider, un bouton qu'on va positionner à l'intérieur donc de en tout cas qu'on va programmer, qu'on va relier à l'intérieur de notre sketch P5JS. Voilà. Donc on peut générer ce type d'image. Voilà. Donc avec un flow field. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc ça va être l'occasion aussi pour nous de revoir plusieurs notions. Donc on va revoir la notion de classe qu'on a vue la semaine dernière. Donc je vais réexpliquer un petit peu quels sont les concepts clés qui permettent justement de créer un type d'objet avec des propriétés qu'on va pouvoir comme ça ensuite dupliquer.
On va revoir aussi la notion de tableau. Donc, comment stocker à travers une seule variable un ensemble d'objets ou de variables. Donc, on va revoir ça pour gérer justement un système de particules. Et on passera, donc en même temps qu'on va revoir ça, donc ça, je pense que ça va nous prendre une bonne heure ou une bonne heure et demie. Eh bien, on passera ici à la deuxième partie où on va être capable d'appliquer ce qu'on appelle une force à une particule. Donc, on verra qu'une force, en fait, c'est une action qui peut être soit mécanique, soit magnétique ou de plusieurs natures. Toujours est-il qu'une force va s'appliquer à un point de l'espace et va venir modifier, alors non pas directement la vitesse ici d'une particule, mais ça va influer en fait sur son accélération. L'accélération qui en retour va modifier la vitesse, hein, donc le fait d'accélérer, si vous êtes en voiture sur l'autoroute, le fait d'accélérer, bah, ça va modifier votre vitesse qui à son tour viendra modifier votre position. Donc ça, on va voir comment on peut intégrer cette notion en faisant une opération, ce qu'on appelle enfin pas de composition, mais on va rajouter des propriétés à notre classe. Donc on va lui rajouter des propriétés d'accélération. On va lui rajouter aussi une propriété de masse. Donc on verra, hein, on le sent intuitivement que voilà, pour déplacer un objet d'une masse plus importante, eh bien, il faut une force plus importante. C'est plus facile de mettre en mouvement des choses légères que des choses lourdes. Donc ça, on verra comment on peut simplement le symboliser ou en tout cas le modéliser avec la notion de masse. Donc la masse sera simplement un nombre qu'on viendra rajouter à la définition de notre classe particule. Donc on va ensuite jouer sur deux types de forces. On verra les forces qui permettent d'attirer nos particules. Donc on va appeler ça des attracteurs. Donc on verra comment elles peuvent agir à distance et on précisera justement où on prendra en paramètre cette distance et vous verrez que par une simple inversion de signe, c'est-à-dire de sens de force, eh bien, on peut renverser un attracteur et faire en sorte qu'il repousse comme ça les particules. Donc, vous allez voir, ça va donner des mouvements plutôt assez naturels avec ces notions d'accélération, de décélération. Et donc, ce qui nous permettra ensuite, donc la semaine prochaine, donc on reverra tout ça hein, au fur et à mesure. Et la semaine prochaine, donc, je vous présenterai une librairie donc, qui est spécialisée là-dedans, dans P5JS ou Processing, pour simuler ce qu'on appelle des rigid body. Donc les rigid body, en gros, là on travaille... Ah, Jocelyn qui arrive. Salut Jocelyn. Donc on travaillera non plus avec la semaine prochaine avec des particules, donc c'est-à-dire des simples points comme ça qui sont dotés d'une masse, de vitesse, d'une position, puis éventuellement d'une accélération. Mais on travaillera là avec des objets qui occupent, on va dire, une surface de notre plan de dessin et à qui on va pouvoir donc appliquer des forces. Et il y aura ces notions donc de collision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire rentrer en contact donc ces types d'objets. Donc vous allez voir, c'est plutôt chouette. Et donc on retravaillera aussi ces notions de force et qui dit force sur des objets dit aussi, bah, vous allez voir, on aura la notion de moment, c'est-à-dire des objets en fait qui sont capables de pivoter, de se mettre dans des positions. D'accord. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, on va travailler principalement donc sur cette classe, sur cette notion de classe particule, et on construira, alors je pense qu'on le fera, je ne sais pas si on le fera au milieu ou en fin de session, on va construire aussi une classe un petit peu composée, c'est-à-dire vous allez voir, on va gérer un ensemble de particules, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un système de particules aussi. On aura un objet qui va nous permettre comme ça de créer un système de particules, d'accord, de dupliquer comme ça, non pas les particules en elles-mêmes, mais un objet en fait qui va héberger un ensemble de particules. Donc vous verrez que ça va bien nous permettre voilà, de créer notamment des effets graphiques intéressants. Ok.
Alors, donc comment on va procéder? Alors j'ai préparé un template qui va nous servir. Alors je vais vous passer l'adresse. Hop, sketch sur le voilà, sur le chat. Voilà, donc comme toujours, vous connectez à l'éditeur P5, P5JS qui va vous permettre. Alors attendez, excusez-moi, je regardais mon téléphone. Un message. Voilà, donc c'est un template en fait assez basique. Donc si vous le lancez, vous allez voir qu'il fait pas grand-chose si ce n'est afficher un cercle au centre de l'écran avec un fond gris, enfin au centre, en tout cas une particule qui a un Y centré. Et donc on va travailler à partir de là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez déjà dupliquer ce sketch. Donc je vous rappelle que le fait de dupliquer, ben, en fait, ça copie le sketch sur votre compte. Voilà, ce que vous n'avez pas par défaut si vous êtes pas connecté. Voilà, donc je lance le sketch ici et puis vous voyez donc hein, pas grand chose. Donc j'ai pas mal commenté le code. On va revoir des notions ici. Donc toujours si je regarde la structure de mon code, on est toujours organisé. Hein. Maintenant, c'est des choses qui doivent être acquises. On est toujours donc organisé autour donc d'une déclaration d'un ensemble de variables qui vont nous servir donc à mémoriser des données, en tout cas à gérer des objets au cours de l'existence de notre programme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle je vous rappelle, des variables globales. Et le nommage de ces variables va dépendre un petit peu de l'utilisation que vous faites des objets. Okay. Donc là, j'ai deux variables ici dans ce sketch qui s'appellent time et une variable qui s'appelle p, donc pour particule, que je vais utiliser donc, hein, qui se déclare ici avec ce mot-clé let, ou j'utiliserai parfois le mot-clé qui est un peu équivalent, qui est le mot-clé var. D'accord, on peut écrire var time. Donc ça, c'est des variables qui ne sont pas initialisées, c'est-à-dire on leur donne pas par défaut une valeur particulière. Donc on va le préciser après. En général, quand on voit ça, ben, on crée ou en tout cas on assigne des valeurs assez variables dans le setup. Okay. Donc un programme qui est articulé, donc si je ferme autour donc de setup et de draw, donc encore une fois, je répète, le setup, c'est un ensemble de commandes ici délimitées par des accolades qui va être exécuté lorsque vous démarrez votre application. D'accord. Donc il va regarder, pour P5JS, va regarder toutes les instructions et les exécuter une par une. Donc je pense que pour la taille du texte, ça va, vous arrivez bien à voir sur le. Ouais, vous pouvez me faire un signe pour ceux qui sont en visio. OK. Donc setup, il va exécuter donc l'ensemble des commandes qui sont ici. Et draw, c'est donc ce qu'on appelle la boucle de dessin. Donc c'est un ensemble ici de commandes qui va être exécuté de manière régulière en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de tout exécuter, il y a une petite pause et puis on revient donc au début des accolades pour repasser ici sur l'ensemble de ces fonctions-là. Donc du coup, on a comme ça bien une structure qui s'articule autour de ces deux gestionnaires. Et donc j'ai rajouté, alors si on regarde la structure un petit peu des fichiers ici, vous voyez que outre donc le fichier sketch.js dans lequel on va travailler, eh bien j'ai rajouté alors trois fichiers un petit peu qui sont des fichiers d'aide ou en tout cas des fichiers complémentaires. Donc, on va avoir la partie ici timer. Donc, ça, je vais expliquer ce que c'est sans vraiment rentrer dans le code. Mais sachez en gros que c'est un objet, ou en tout cas une classe. Donc, on va créer un objet à partir de cette classe. Et en gros, ça va nous permettre de nous mesurer le temps. Donc, ça va nous permettre de mesurer notamment le temps qui s'est écoulé entre deux dessins successifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va faire un dessin. Il va s'écouler donc du temps avant qu'on fasse le prochain dessin. Et on va être capable de mesurer le temps qui s'est écoulé
entre ces deux dessins. Donc, ce que je vous disais, hein, c'est qu'en gros, il y a 60 images par seconde. Donc, le temps qui s'est écoulé entre deux dessins sera de l'ordre d'à peu près 1 soixantième. D'accord? Donc, on va préciser ça et je vais vous indiquer pourquoi on procède comme ça. Et notamment justement pour l'animation des particules. D'accord? Donc, on va raisonner maintenant plutôt dans dans ce contexte de mesure de temps et d'animation des variables avec le temps. D'accord? On va tenir compte du temps maintenant dans nos sketchs. Voilà, donc cette classe-là, on ne rentre pas dedans, mais elle va nous aider en tout cas à mesurer, voilà, par le biais de cette fonction delta, le temps qui s'est écoulé entre deux appels à draw successifs, ce qui va nous permettre comme ça d'animer des choses vraiment en fonction du temps et non plus ce qu'on faisait en fonction du nombre de frames. Donc ça, je vais préciser un petit peu le contexte après. Donc, on a une classe utils. Voilà. Alors, classe utils, on s'en servira après. Voilà, j'ai rajouté deux fonctions. Voilà. Donc, je vous expliquerai après. On va les utiliser puis les modifier un petit peu tout à l'heure. Et donc, on a notre fameuse classe particle. J'y tiens, non particule, qui est un petit peu la même classe qu'on a utilisée la semaine dernière, qui était donc la classe bille. Donc j'ai renommé simplement, hein, au lieu de mettre ici, on avait bille, donc j'ai mis particle. D'ailleurs, je m'aperçois que le nom du fichier n'est pas cohérent avec le nom de la. Bon, c'est pas très grave. Et donc tous ces fichiers-là, pour pouvoir les utiliser dans notre programme, hein, je vous rappelle qu'il faut ici, il faut les indexer, d'accord, en tout cas, il faut les référencer dans le fichier HTML. Donc vous voyez qu'ici, dans le HTML, ben, on charge donc P5JS, qui est directement chargé depuis un serveur. Et on va charger ici donc à la fois notre fichier particule, notre fichier timer, donc qui nous donne accès à la classe particle, timer qui nous donne accès à la classe timer, et les fonctions utilitaires donc qu'on va utiliser après qui concernent plutôt le calcul donc de ce champ vectoriel flow field et pour son dessin. D'accord? Et donc on charge le sketch qui est lui responsable donc de faire l'initialisation et le setup. Alors oui, donc pour cette notion de classe, je vais réexpliquer un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière, parce que c'est quelque chose qu'on va maintenant essayer d'apprivoiser, puis qu'on va retrouver notamment dans l'utilisation de librairies. On va manipuler pas mal non pas des classes directement, mais des instances de classes. Donc je vais préciser un petit peu ce qu'on a fait, réexpliquer ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous vous souvenez, la semaine dernière, on était reparti en fait sur ce sketch de billes qui nous permettait de modéliser à travers un ensemble de variables une bille qui se déplaçait comme ça sur le centre de l'écran. Peut-être je peux la reprendre. Hop, SNJS. Je vais essayer de reprendre tiens, le sketch de billes pour vous. J'espère que je l'ai. Voilà, je dois l'avoir ici. Voilà, donc une bille qui était modélisée, vous vous souvenez, hein, ici par ces variables x, y, donc qui définissent la position sur le canvas, et puis vx, vy, qui vont définir donc sa vitesse à la fois sur l'axe des x, donc c'est une quantité qui est un nombre réel, hein, c'est-à-dire qui peut prendre des valeurs non entières, et qui peut être aussi donc positif avec un déplacement donc vers la droite, négatif avec un déplacement vers la gauche, on enlève, et donc avec cette phase ici dans le dessin de mise à jour. Hein. Donc on relie la position d'une particule et la vitesse en disant que eh bien, la position vient modifier, la vitesse pardon, vient modifier la position donc en venant s'ajouter. Donc on retrouvait ici ce type d'écriture, ou en tout cas ces équations, qui indiquent que eh bien, la nouvelle position de x, c'est la position de x courante auquel on rajoute donc la vitesse de déplacement en x. Hein. Et pareil pour y. Donc si on était en 3D, je vous en ai pas parlé, mais en 3D, en fait, quand on manipule en fait des objets en 3 dimensions, eh bien, on rajoute une autre quantité qui est la profondeur de l'objet, donc la troisième dimension,
qui est souvent symbolisé par, voilà, par la quantité ou la variable z. Et donc, la vitesse associée, ce serait Vz. D'accord? Donc, Et voilà, on avait. 3D sur P5.js? Alors, sur P5JS, tout à fait, on peut faire de la 3D par le biais d'une techno, en fait, qui s'appelle, alors, je vous en ai pas parlé, qui s'appelle WebGL. En fait, WebGL, c'est un standard du web qui permet d'accéder, en fait, on va dire, aux spécifications de la carte graphique à travers une interface de programmation. Et WebGL, voilà, ça permet de faire de la programmation en 3D à l'intérieur du navigateur. Et Processing intègre en fait cette 3D, en fait, ce moteur-là, WebGL. Donc vous avez une librairie, alors je fais une petite parenthèse, une librairie en fait qui est utilisée aujourd'hui, qui est devenue un petit peu un standard. En tout cas, je vois beaucoup de sites web fabriqués en fait avec cette librairie qui s'appelle 3.js. Voilà. Donc c'est une librairie JavaScript qui n'utilise pas du tout P5JS et qui repose sur cette technologie, ou en tout cas sur cette techno de WebGL. D'accord? Donc, je peux vous montrer un exemple, voilà, vite fait. Donc là, c'est tout ce qui est, euh, cloud simulation, c'est tout ce qui est simulation justement de particules. Ah bon, on pourra peut-être voir ça, tiens, je me dis. Alors, pas forcément en 3D, mais en 2D. C'est vrai que ça me fait penser, en fait, à la simulation de contraintes entre particules. Ça peut être pas mal. Tiens, je vais essayer d'y penser pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc, Processing permet de créer comme ça un contexte 3D. D'accord? Donc, voilà. Je peux vous passer, voilà, vous pouvez tester ça dans votre. Attention, parce qu'en général, ça fait assez rapidement chauffer votre machine. Donc, c'est assez gourmand en ressources. Mais voilà, donc 3JS, c'est vraiment une librairie qui est devenue complètement standard. Donc, P5JS intègre ça. Donc, c'est en fait quand on crée le canvas ici. Alors, hop, ici, on peut lui passer un troisième paramètre, en fait, qui est une option et qui est le mot-clé ici, je vous montre WebGL. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va créer un environnement, un canvas, en fait, qui non seulement va avoir effectivement, là, on va avoir la possibilité toujours de dessiner donc, dans notre canvas 2D, mais on va être capable de positionner, d'animer des objets qui sont positionnés dans le fond de l'écran. D'accord? Alors, je sais pas, je pense qu'il y a, hop, si je tape WebGL, alors, est-ce qu'il y a des exemples directement sur le site? Je pense que oui. Je pense que si on va dans la référence, voilà, on peut aller même, je pense, sur Create Canvas voilà, directement. Non, alors Create Canvas. Donc, vous voyez ici l'option, ici en troisième paramètre, donc on peut passer WebGL. Donc P2D, c'est le mode par défaut qu'on utilise et WebGL, c'est vraiment le mode 3D. Alors, je vais essayer de vous trouver vite fait un exemple avec WebGL. Alors, est-ce qu'on peut chercher WebGL? Create Canvas. Ouais, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple avec la 3D. Alors, est-ce qu'on peut en trouver? Create Canvas. Chercher. Ouais, GL et JS. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est enfin, avec lesquels on va pouvoir faire des choses aussi complexes que 3JS. Mais voilà, je sais qu'on peut créer, je vois là, on peut assez facilement créer des objets 3D tels que des sphères, des cylindres et des choses comme ça. Alors, j'aimerais bien peut-être, bon, je peux vous montrer vite fait, on peut faire un sketch. Donc, je fais une parenthèse là, mais je peux vous montrer, hop,
Donc rapidement, hein, on va faire ici WebGL comme ça. Ici, donc ça va rien changer a priori. En fait, vous allez toujours avoir ici un contexte, enfin en tout cas voilà, un carré ou en tout cas un rectangle dans votre navigateur, sauf que là, on va pouvoir utiliser des fonctions 3D. Alors, je pense que, je ne vais pas dire de bêtises, mais il doit y avoir une fonction qui s'appelle box, qui dessine en gros un cube auquel on passe en fait une dimension, d'accord, qui va être la dimension un X, Y et Z. Alors, je vais faire ça et voilà. Donc là, en fait, vous voyez, ça dessine un carré, sauf que on va pouvoir le transformer. Alors, vous voyez, déjà, ça le dessine par rapport au centre de l'écran. Donc, c'est vrai que quand on se positionne avec WebGL, on dessine plus les choses par rapport en haut à gauche de l'écran, mais on va les dessiner par rapport au centre de l'écran. D'accord? Donc, le repère dans WebGL change de position par rapport au canvas. Et donc là, on va pouvoir utiliser, on va faire ça. Bon, voilà, je vous montre rapido. Hein. On va se mettre en mode degrees. Donc ça veut dire qu'on veut que nos angles soient mesurés en degrés. Et donc là, par exemple, rotate X, mouse X, ça veut dire que je vais appliquer une rotation sur l'axe des X. D'accord? Donc mon cube devrait pivoter sur l'axe des X, donc en fonction voilà, de la position de la souris. D'accord? Donc l'axe des X, hein, vous vous souvenez, c'est cet axe-là. Et donc là, on le fait pivoter, on fait pivoter notre cube. Donc par le biais de cette fonction rotate X, donc l'an dernier, on avait vu une fonction qui s'appelait rotate et qui permettait de faire tourner donc les objets dans le plan. D'accord? Donc il y a la même rotate Y, mouse X. On va faire les mouse Y. Tiens, on va inverser, on va faire mouse Y. Là, vous voyez, on a accès assez facilement finalement à des objets 3D dans Processing. Donc je pense qu'on a, hop, par exemple, la fonction sphère. D'accord. Donc, ce qui nous permet de dessiner une sphère. Et puis après, voilà, donc je pense qu'on a accès après à toutes alors je connais pas très bien en fait le mode 3D de processing, enfin le mode WebGL, mais je pense qu'ensuite on a accès à la construction d'objets 3D, c'est-à-dire on va préciser les points, les facettes. Je pense qu'on peut aussi charger des objets qui proviennent d'outils 3D. Mais je pense que là, quand on veut faire de la 3D un peu sérieusement, on passe plutôt à des librairies comme ça, comme 3JS, qui gèrent énormément de choses telles que la notion de texture, la notion de scène aussi 3D, de composition. Et je pense aussi qu'ils ont maintenant rajouté aussi tout ce qui est moteur physique. Donc, on va pouvoir animer des objets. Voilà. Donc, voilà pour cette petite aparté. Merci. Ça. En tout cas, voilà, on peut faire de manière, on peut s'initier de manière relativement simple à travers P5JS. Ah non, ça n'existe pas, ça. Voilà. Donc, voilà pour cette petite aparté 3D. Donc, le contexte 3D se rajoute ici en utilisant le troisième paramètre de Create Canvas avec ce mot-clé WebGL. Alors, je quitte. Hop. Donc oui, donc sur notre modélisation de billes, eh bien on avait donc ces 4 variables et cette mise à jour ici de ces variables x et y donc en fonction de la vitesse. Donc ce qu'on avait fait pour ajouter plusieurs billes, c'est qu'on était donc je vous avais montré un petit peu, enfin sans le programmer directement, je vous avais montré la méthode un peu naïve hein, et qui voilà qu'on aurait le réflexe d'utiliser si voilà si on connaissait pas la notion de tableau, mais si on voulait deux billes ou en tout cas deux particules, eh bien on a le réflexe en fait de se dire il suffit simplement de dupliquer ces variables et ensuite de mettre à jour en fait ces nouvelles variables donc en les nommant
par exemple x2, y2, vx2 et vy2. Donc là, la technique, c'est pas celle-ci qu'il faut utiliser, mais plutôt utiliser donc une notion qu'on va encore revoir hein, ce matin, qui est la notion de tableau, c'est-à-dire la possibilité pour une variable de stocker un ensemble de valeurs. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit, on va dire que x, plutôt que d'être un simple nombre, en fait, ça va être un ensemble de nombres qui va décrire en fait l'ensemble des positions x pour toutes les particules. Donc on avait ici écrit x égale array, et on avait rempli donc cette variable x avec une série de valeurs, pareil pour y, pareil pour vx et pareil pour vy. Et ça nous avait permis comme ça, donc avec une boucle qui nous permet comme ça de parcourir l'ensemble des valeurs de ce tableau, et bien de mettre à jour plusieurs particules d'un coup et de les dessiner. D'accord? Donc ça, c'est une bonne façon de faire. C'est une façon qui est correcte de faire, mais qui n'est pas trop maintenable dans le sens où qu'est-ce qui se passe si on veut rajouter comme ça des propriétés à notre bille, par exemple des propriétés de couleur ou des propriétés de masse et d'accélération. Ça veut dire qu'il va falloir créer à chaque fois les tableaux correspondants. Donc il va falloir rajouter autant de tableaux que de propriétés que l'on veut adjoindre à notre modèle d'objet. Donc l'idée, c'était de donc de faire cette liste de tableaux. L'idée, c'était plutôt de créer en fait un modèle d'objet qu'on va appeler une classe. Donc une classe, ça va être vraiment un modèle d'objet qui va avoir des propriétés intrinsèques. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, j'aimerais manipuler des entités particules dans mon programme qui ont telle propriété, donc qui ont la propriété de position, et de vitesse. Et j'aimerais à volonté rajouter ou enlever, pourquoi pas, ces propriétés sans impacter sur le reste du programme. Donc on avait regroupé, vraiment pensé classe comme on va regrouper sous le même symbole, en fait, sous un symbole, donc une entité qui s'appelle une classe, on va regrouper des propriétés. Et ces propriétés-là, on va pouvoir y adjoindre aussi ce qu'on appelle des méthodes, c'est-à-dire des fonctions qui vont agir sur ces propriétés. Donc c'est ce qu'on avait fait. On avait pris ici, donc je le refais un petit peu vite fait, mais comment je peux faire Est-ce que je commente? Donc je vais reprendre l'exemple. Donc on avait pris ici donc cette définition. Donc on avait créé une classe. Je vais peut-être le refaire ici. Je vais le dupliquer. Hop, voilà. Voilà. Donc je vais me mettre ici dans un fichier. Juste create file. Donc partic.js. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé une classe qui va représenter en fait un type d'objet dans notre sketch. Donc pensez, l'an dernier, on avait manipulé en fait des objets sans vraiment le savoir. On a manipulé en tout cas une classe sans vraiment le savoir, qui était la classe image. Donc vous vous souvenez, je vous avais dit un petit peu de manière mystérieuse, quand on déclare une variable, par exemple img, et qu'on fait img égale load image, eh bien en fait on se retrouve avec des propriétés sur la variable image. Donc on avait notamment accès à la largeur de l'image, à sa hauteur, et on pouvait aussi accéder aux différentes couleurs via la méthode, donc via la fonction get. Eh bien, en fait, load image, de manière un petit peu opaque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer un objet à partir d'une classe qui est définie dans P5.js, et vous créez un objet qui va stocker les caractéristiques en fait de l'image, donc sa largeur, sa hauteur, et puis à l'intérieur donc de la structure de stockage, donc le tableau de pixels auquel on avait accès via la méthode get. D'accord? Donc indirectement, l'an dernier, on a déjà manipulé donc des classes à travers l'utilisation, le chargement d'images, qui nous permettait donc de définir sur une autre variable des propriétés, donc width 8, et puis aussi accès donc au tableau, ou en tout cas à la liste de pixels par la méthode get. Donc là, pour notre particule, voilà, on avait décidé ici, donc une classe, ça s'écrit comme ça.
Donc, une classe, ça sert vraiment à modéliser tout type d'objet dans notre code. Et à partir de cette définition d'objet, on va pouvoir créer des variables. Donc, on appelle ça des instances de la classe. C'est-à-dire, on prend une espèce de notre classe et puis on crée des objets concrets. Donc, ces objets concrets vont partager des propriétés. Donc, pour notre particule X, Y, Vx, Vy, toutes nos particules vont avoir ces propriétés. Par contre, les valeurs de ces propriétés pourront être différentes en fonction des instances. D'accord? Donc, on partage des caractéristiques, mais ces caractéristiques-là peuvent avoir des valeurs différentes. D'accord? Ce qui crée, donc c'est pareil, on pourrait se dire, par exemple, on a une classe, j'en sais rien, une classe voiture qui a des propriétés, qui a quatre roues, des propriétés de position, de vitesse, et puis on va pouvoir comme ça créer plusieurs types de voitures, en tout cas plusieurs instances de voitures qui partageront donc le fait d'avoir quatre roues, le fait d'avoir une position, une vitesse, mais évidemment, ces voitures ou ces particules vont pouvoir être à des positions différentes et avoir des vitesses différentes. D'accord? Donc, une instance est créée à partir d'une classe avec les mêmes propriétés, mais ces propriétés peuvent avoir des valeurs différentes. D'accord? Donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé donc, cette classe particle, donc B, mais je l'ai renommée particle parce que en termes de nomenclature, vous allez voir que ce sera plus cohérent avec ce qu'on va utiliser les semaines prochaines. Et donc, on avait ici écrit un gestionnaire. Alors, un petit peu particulier, vous voyez que c'est un gestionnaire un petit peu spécial. En fait, on n'a pas le mot-clé function et on écrit directement ici constructor. Donc, ça, c'est lorsqu'on va écrire, par exemple, let p égale new particle. Donc, quand on écrit ça, en fait, c'est comme si, en quelque sorte, on appelait, alors je l'écris entre parenthèses, mais c'est comme si on appelait particle, donc la classe constructor, d'accord? Donc là, on construit, ça veut dire qu'on va construire notre objet en fonction donc de la classe qui définit ce constructeur, d'accord? Donc ça, c'est vraiment, je l'écris entre double parenthèses, mais c'est un petit peu équivalent à ça, d'accord? Donc là, quand on écrit new et le nom de la classe, eh bien en fait, il va passer à travers donc cette fonction constructeur, d'accord? Et donc dans cette fonction constructeur, on va préciser donc les variables qui vont définir un petit peu l'objet. Donc on avait écrit des choses comme thisX. Donc this.x, ça veut dire qu'on rattache à l'objet une propriété x, d'accord? Ça veut dire que la variable qui sera renvoyée par ici new particle, elle va être dotée donc de cette variable x. Donc on va pouvoir écrire ici des choses comme p de x et etc. D'accord? Donc là, hop, je le fais vite. On avait mis par exemple, je crois qu'on était parti du centre de l'écran. Et this y égale, voilà, 8 divisé par 2. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une particule, on lui adjoint deux propriétés qui sont x et y. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand on va créer ici, quand on va écrire ça, donc on va stocker à l'intérieur de la variable p la construction d'un nouvel objet à partir de ma matrice ou en tout cas de ma classe particle, eh bien, cette variable-là, elle va être dotée de deux variables. D'accord? Donc, on pourra écrire P de X et P de Y. D'accord? Donc, ça, cette écriture n'est valable là que si on manipule la variable P. Donc, ça, penser, c'était un petit peu comme quand on avait fait load image, eh bien, on avait accès à la largeur image img.width et img.height, si on a une variable qui s'appelle img, et on pouvait avoir accès à ces informations. D'accord? Ben là, c'est pareil, on va avoir accès donc, à la position et à la vitesse. Donc là, la vitesse, ben pareil, on initialisait ça en écrivant des choses comme, donc on écrit des choses comme voilà, random de moins de 2 et VY. D'accord? Donc ça, c'était voilà, la phase de construction de l'objet, c'est-à-dire on a une définition d'objet. Voilà, on dit une particule, c'est un objet qui a une position et une vitesse. On va construire des objets
à partir de cette définition d'objet. D'accord? Donc, il y a cette différence entre une classe qui définit un type d'objet et les objets eux-mêmes, donc stockés dans des variables, qui vont être construits à partir de la définition de ces objets. D'accord? Et donc, quand on a une définition d'objet, puis on peut créer autant d'objets qu'on souhaite, hein, évidemment dans les limites de la mémoire de l'ordinateur. Donc une classe, c'est intéressant pour ça. Ça permet de regrouper comme ça un ensemble de propriétés à l'intérieur d'un même espace donc, qui représente une classe. Et on va pouvoir définir aussi ce qu'on appelle des méthodes. Donc là, on avait défini une méthode qui était une méthode de dessin. Ça, je vais préciser ça aussi. Et donc, dans cette méthode-là, eh bien, on utilisait des choses comme les fonctions classiques de P5JS. Donc, on allait dessiner donc, la particule à la position X, à la position Y, et avec un diamètre 50. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ici, donc ça, c'est la méthode, on appelle ça le constructeur. Donc, c'est quand vous constructeur, donc c'est quand vous écrivez new quelque chose, eh bien, le new, en fait, équivaut à un appel au constructeur de la classe. D'accord? Donc, il exécute tout le bloc de code qui est à l'intérieur. Donc, c'est penser un petit peu comme si c'était une sorte de setup, mais pour un objet. Et les méthodes, après, donc là, on va pouvoir définir. Donc, vous voyez, l'écriture des méthodes est un petit peu particulière dans le sens où il n'y a pas le mot-clé function. Donc, ça, c'est lié vraiment, vraiment à la grammaire ou en tout cas à la syntaxe du langage JavaScript. Et donc, à l'intérieur de cette méthode-là, qu'on va pouvoir appeler ensuite, eh bien, on peut utiliser donc les fonctions qui sont définies par la librairie P5JS. Donc, au lieu d'écrire x et y, eh bien, on va écrire this.x et this.y. Donc, this, c'est un mot-clé un petit peu particulier qui permet de rattacher donc vraiment une propriété à un objet en particulier, d'accord, un objet de la classe. Donc, ici, voilà, this.x, pensez que c'est un mot clé qui permet de faire le lien entre l'objet qui a été créé et la classe. D'accord? Donc, this représente en fait l'instance de la classe. Donc, this.x et this.y va contenir finalement la variable qui vont être définies quand on va construire l'objet. D'accord? Donc, voilà. Donc, je remets un petit peu, hein, je vous remets un petit peu en tête ça. Et donc, dans notre sketch principal, ici, on pouvait ici définir un objet, ici, et écrire des choses. Alors oui, il faut peut-être que voilà ce que je disais tout à l'heure, donc que je charge ma classe particule. Donc, je vais le faire ici, écrire ici, voilà. Et ici, voilà. Donc, charger la définition particle.js. Voilà. Et donc, dans notre sketch, eh bien, j'ai le droit donc, de déclarer un objet ici, P, une variable P, et cette variable-là, eh bien, je vais lui assigner donc, le résultat ici de l'opération newParticle. Hein. Donc, vraiment ça, il faut voir que quand j'écris ça, il va passer ici à l'intérieur de cette fonction-là, et il va renvoyer en fait un objet qui aura comme propriété x, y, vx, vy. D'accord? Donc, on va pouvoir ici, dès qu'on a écrit ça, eh bien P, notre variable P qui stocke, donc qui référence notre particule, eh bien, va être doté maintenant des propriétés P.x, P.y, P.vx, P.v de y. D'accord? Donc, pour s'en convaincre, on peut ici loguer, par exemple, la propriété P de X. D'accord? Donc ça, on n'aurait pas du tout le droit de l'écrire si on n'avait pas construit un objet particule qui était assigné à notre variable P. D'accord? Donc ça, ce serait ça, si on avait écrit simplement ça, ce serait pas défini. D'accord? Donc si je lance le sketch, donc vous voyez que eh bien, ça correspond. Alors, j'ai plus, voilà. Donc, ça correspond ici bien à la valeur 200, d'accord, qui correspond donc à l'initialisation à width divisé par 2, d'accord. Donc, je vous montre, hein, si je ne construis pas la particule ici,
P de X, c'est pas défini. D'accord? Donc, vous voyez qu'il vous dit en gros qu'il ne peut pas lire la propriété X de of undefined. Donc, ça veut dire d'un objet non défini, d'accord, qui serait symbolisé par P. D'accord? Et donc, ce qu'on fait ici dans la fonction de dessin, c'est qu'on va avoir le droit aussi eh bien, d'utiliser donc, cette écriture-là, P.draw. Donc, P.draw, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va passer ici, il va exécuter, mais pour l'objet qu'on a créé, eh bien, il va exécuter cette fonction-là. D'accord? Donc, le this x et this y, ce sera le x et y, mais de l'objet en particulier que l'on aura créé. D'accord? Donc, ici, alors normalement, il devrait dessiner un cercle au centre de l'écran. Ah oui, peut-être je l'ai mis aussi, pardon, je l'ai mis avant je pense avant le background. Voilà. Si je mets ici, hop, p.draw, eh bien, voilà, il dessine cette bille, d'accord, qui correspond donc vraiment à la particule que j'ai créée, d'accord. Donc, créer une classe, en fait, revient à créer un modèle d'objet. Donc, un modèle d'objet va posséder plusieurs propriétés, donc qui peuvent être là pour l'instant, on va manipuler des quantités numériques, donc x, y, vx, vy. Donc, l'avantage de faire ça, c'est que facilement, je vais pouvoir, à mon objet particule, ici, donc à ma classe particule, si je veux lui rajouter une propriété, eh bien, plutôt que de rajouter donc soit un tableau, si on avait géré un tableau de propriétés, ou soit ici une liste de propriétés, je vais simplement aller modifier ici ma classe. D'accord? Donc, on va pouvoir comme ça modifier en fait un modèle d'objet en rajoutant simplement des propriétés à cet objet, donc à la définition de la classe, et on va pouvoir lui adjoindre aussi des méthodes. Donc, c'est ce qui est pratique, c'est que quand on gère comme ça des classes d'objets, eh bien, on peut comme ça facilement rajouter donc soit des propriétés, donc des X, des Y, j'en sais rien, on pourrait rajouter une chaîne de caractères, d'autres données, et on va pouvoir aussi rajouter, modifier en fait des comportements, donc à travers ici ce qu'on appelle des méthodes de classe. D'accord? Donc je sais que c'est un concept qui est un petit peu compliqué, mais qui, voilà, retenez bien que on permet avec une classe de modéliser comme ça des objets qui ont des propriétés et qui ont aussi ce qu'on appelle des méthodes qui permettent d'agir sur ces propriétés. D'accord? Donc on dote finalement un objet de propriétés, de comportements qui sont propres à l'objet. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait. Oui, déjà je vois que l'heure tourne, ça passe vite. Donc ce qu'on avait fait la semaine passée, et eh bien je vous propose en fait de revenir donc au sketch donc template. Donc on va le dupliquer, hein, on va le dupliquer, donc je vais le laisser. Je vais faire duplicate et on va ici l'appeler particle flow fill. Donc ça me permet cette petite opération me permet de conserver simplement la classe template, voilà, pour l'avoir pour référence. Donc vous voyez que dans la classe particule ici, bien j'ai toujours donc mes propriétés. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x et y sont initialisés en fait pour x à une valeur aléatoire donc sur la largeur de l'écran, et y est initialisé donc à la demi-hauteur de mon canvas. Ok? Vx et vy sont initialisés à 0, et j'ai adjoint une propriété donc qui est le diamètre, qui représente en fait ça une option de dessin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai doté en fait mon objet de plusieurs méthodes. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, j'ai la méthode dessin qui va dessiner simplement mon objet. Et ça, quand on commence à faire de la modélisation, en fait, on va séparer, ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, on va séparer un petit peu la mise à jour des données, c'est-à-dire la mise à jour des paramètres x, y, vx, vy, donc qui va dépendre on va voir, de paramètres externes. Donc ça va être la mise à jour des données de l'objet. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare cette mise à jour des données du dessin en particulier. D'accord? Donc le dessin, tout ce qui concerne le dessin, on va le placer dans une méthode un petit peu spéciale qu'on
en général, moi, j'utilise la fonction draw. Et on va simplement ici avoir des options de dessin. Donc, tous les paramètres X et Y, VX, VY, tout ça auront été mis à jour. Et donc, ça, on les met à jour en général dans ce qu'on appelle une fonction update. Donc, update, c'est une méthode de l'objet qui va prendre en paramètre justement le temps qui s'est écoulé par rapport à la frame, ou en tout cas par rapport au dessin précédent. D'accord? Donc ça, pareil, c'est assez technique, mais bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, dans cette fonction-là, on retrouve nos équations donc, qui permettent de mettre à jour la position. Donc, X ici, auquel on ajoute Vx. Donc, la petite subtilité là, c'est que j'ai multiplié Vx par cette quantité delta t. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui va vraiment me permettre, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, d'avoir cette notion de temps qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici réfléchir non plus comment dire, en nombre de dessins. C'est-à-dire là, avant, on avait des vitesses, on disait, ben voilà, ma vitesse, c'est en X, ça va être 3 pixels par dessin. Donc à chaque dessin, il se déplaçait de 3 pixels. Et là, on va pouvoir dire plutôt des choses comme ben, sa vitesse, en fait, ça va être 15 pixels par seconde. D'accord? C'est vraiment ça la subtilité. Et c'est plus intuitif, en fait, de manipuler des quantités par rapport au temps que des quantités par rapport à un nombre de dessins. D'accord? Vous en conviendrez que c'est plus facile de se représenter. Ben voilà, ma bille se déplace à 100 pixels par seconde plutôt que de dire à 100 pixels par dessin. D'accord? Donc, il y a cette notion maintenant de temps qu'on va intégrer dans nos sketchs et qui va, voilà, et qui va être notamment géré par la classe timer. Donc la classe timer, ce que je vous indiquais, c'est un petit objet qui a pour fonction simple de mesurer en fait le temps qui s'est écoulé par rapport, ou en tout cas de mesurer le delta t, le temps qui s'est écoulé par rapport à deux dessins successifs. D'accord? Donc ça, ben pareil, dans notre sketch, on va avoir une variable time qui va stocker en fait un objet créé à partir de notre classe timer. D'accord? Donc ça s'écrit ici. Donc là, on fait la même opération de construction d'objets à partir donc de la définition de la classe timer. Et vous voyez que ici, eh bien, on va mesurer donc le temps qui s'est écoulé en appelant la méthode delta sur l'objet time. D'accord? Donc delta ici, on va pouvoir le loguer. Donc par exemple, si on fait console log delta t, eh bien, vous allez voir qu'il va prendre voilà, des valeurs à peu près constantes. D'accord? Donc, vous voyez, 0,016, ça correspond, alors je sors la calculette, mais je pense que ça correspond à 1 divisé par 60. D'accord? Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en fait, notre draw, il est appelé 60 fois par seconde. Et donc, le temps qui s'est écoulé entre deux dessins successifs, eh bien, en secondes, c'est 0,016. Donc, vous voyez que c'est pas complètement constant, mais la valeur tourne autour de 0,016. OK? Donc ça, hop, OK. Donc on construit aussi une nouvelle particule. Donc ça, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on vient juste de voir. Et cette particule, on la met à jour. Donc c'est ce qu'on a dit, hein. Donc la mettre à jour, ça veut dire faire évoluer ses paramètres, donc X, Y en fonction maintenant de Vx, mais aussi du temps. Et enfin, eh bien, on la dessine. D'accord? Donc, on sépare vraiment la mise à jour des datas d'un objet de sa représentation graphique. D'accord? Donc, ça, c'est un concept qui est, voilà, qui peut, pareil, un petit peu vous paraître obscur dans un premier temps, mais qu'on va réutiliser. Vous verrez qu'on séparera notre fonction ici draw vraiment en deux séquences distinctes. Une séquence où on mettra à jour tous nos objets. Donc, ça, on le fera notamment avec Box 2D. Puis, une fois qu'on a mis à jour tous nos objets, eh bien, on va les dessiner sur l'écran. D'accord? Donc, on fera toujours un petit peu ça maintenant. Une phase de mise à jour et une phase de dessin. Donc là, c'est ce qu'on fait. On calcule des choses ici. Voilà, on calcule le temps qui s'est écoulé. On met à jour les paramètres ici de notre particule. Et puis, ben, ensuite, on s'occupe de faire du dessin. D'accord? Voilà. Donc là, pour l'instant, pas grand-chose. Alors, pourquoi la particule ne bouge pas? Mais la particule, elle ne bouge pas parce que, eh bien, parce que elle a ça.
ça. On va modifier ça de manière relativement directe et on va modifier ça à l'intérieur de notre fonction update. D'accord? Donc, on va revenir ici dans notre fonction particule update. Et alors, je vais expliquer ça après, cette écriture-là. Et ici, donc, avant de calculer la position, eh bien, on va dire, par exemple, 10Vx. Donc, on va refaire un petit peu ce qu'on faisait la semaine dernière. Mais on va dire, par exemple, la vitesse en x va être constante et va donc dépendre de rien. Va être constante et on va dire, par exemple, donc ça va être, allez, ici 20. Alors, ça peut paraître une quantité un petit peu grande par rapport à la semaine dernière, et pensez que maintenant, on réfléchit en vitesse par seconde. C'est-à-dire que là, écrire 20, ça va être 20 pixels par seconde. Okay, donc, on va écrire ça. Et pareil pour VY, on va lui dire, déplace-toi, je ne sais pas, allez, de 10 pixels par seconde. Okay, donc, le fait d'écrire ça, eh ben, vous voyez que on va ici déplacer donc notre bille, eh bien voilà, donc un X, déplacement ici, un X donc de 20 pixels par seconde. Donc en une seconde, elle se déplace exactement de 20 pixels. Et pareil en Y. Donc ça, c'est pas mal. Alors, donc c'est bon pour tout le monde? Vous avez réussi à dupliquer le code Oui, Ouais, c'est bon à modifier? oui. OK. Ouais, c'est bon. Donc là, on a une petite fonction qui s'appelle téléport et qui a été implémentée ici. Donc téléport, en fait, c'est une fonction qui permet de dire si la particule en fait dépasse un des quatre côtés de la fenêtre, eh bien en fait on le téléporte de l'autre côté. Donc ça veut dire que s'il déplace ici, vous voyez, donc si c'est supérieur à width, eh bien on remet la position en 0. D'accord? Donc ça, c'est une fonction qui a rapproché un petit peu de celle qu'on avait faite la semaine dernière, qui était la fonction rebond, qui là permettait de faire en fait des rebonds sur la fenêtre. Alors, vous voyez que la fonction rebond, en fait, je l'ai implémentée en tant que fonction ici en tant que méthode de notre classe et particules. C'est-à-dire que je vais donner la possibilité en fait à ma particule soit de se téléporter, donc quand elle déborde d'un des côtés de l'écran, elle se retéléporte de l'autre côté, ou soit je vais lui donner la capacité en fait de rebondir. Donc là, je vous montre simplement ici, on peut mettre en commentaire cette ligne et on peut appeler this rebound. D'accord? Donc le fait d'appeler ça, eh bien en fait, il va exécuter pour l'objet particule ici, eh bien euh, comment dire, pardon, cet ensemble de méthodes, d'accord? Donc ça, c'est exactement ce qu'on avait revu la semaine dernière, c'est-à-dire que lorsque ici on arrive sur un des côtés, eh bien on inverse la vitesse qui correspond à ce côté. Donc si je ici, alors je vais peut-être accélérer, tiens, je vais mettre 30 par exemple. Et donc, vous allez voir que là, eh bien, le fait simplement d'appeler cette fonction dans le update, eh bien, ça ne fait rien du tout. Ah oui, alors oui. Oui, je sais pourquoi. Pardon. J'ai oublié de remettre, en fait, on va mettre ici. euh, on va faire. Oui, j'ai oublié de mettre ça. Pardon. Je repasserai la classe et j'ai oublié de mettre des lignes de code en fait qui permettent voilà, de repréciser. Et là, je me suis planté aussi. Hop, voilà. On va tester ça. Donc ça, bon, je vous passerai la classe, mais ça vous montre qu'on peut rajouter comme ça des comportements. Alors pourquoi elle se colle? Euh, Pourquoi elle se colle? Oui, parce qu'elle a du mal à repartir dans l'autre sens. Bon, je vais regarder ça. Je pense qu'il y a un problème de mise à jour des variables. Mais tout ça pour dire que, voilà, par plusieurs fonctions au sein de la classe, donc particule, on peut comme ça donner plusieurs comportements. Donc un comportement
de téléportation et un comportement aussi de rebond. Donc là, le rebond ne marche pas du tout. Et oui, parce que d'accord, il le met. Je reverrai ça, j'ai dû écrire une petite bêtise, mais qui est liée, je pense, à l'ordre d'appel des fonctions. Donc là, on va rester pour ce flow field, on va rester en mode téléporte. Donc, hein, quand ça sort d'un côté, ça réapparaît de l'autre, ce qui n'est pas très comportement physique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se doter ici, on va appeler une fonction. Hop, je vais vous montrer dans le dessin, dans Sketch.js. On va ici appeler donc une fonction qui est définie dans le fichier utils et qui va. Hop, alors. Donc, drawFlowFill, en fait, c'est une fonction qui va dessiner un ensemble, vous allez voir, de flèches. Donc, drawFlowFill, et on va lui passer la précision avec laquelle il veut dessiner donc hop, ce qu'on appelle ce champ de vecteurs. D'accord? Donc, vous voyez que ici, on va associer. Alors, ici, 20,20, ça veut dire qu'on subdivise notre espace en 20 cases par 20 cases. D'accord? Donc, 20 cases par 20 cases, donc on peut passer une dimension plus importante. Ça va dessiner d'autant plus de lignes. Et en fait, le principe d'un flow field, c'est qu'on va associer à chaque position de l'espace eh bien, ce qu'on appelle un vecteur. D'accord? On va associer, alors je vais peut-être dessiner ici. Donc, à chaque position de notre canvas, ici, on va supposer que ça, c'est notre canvas. On va, pour une position ici, X et Y, on va associer ici ce qu'on appelle un vecteur. Donc, un vecteur, en fait, c'est une flèche qui va être orientée, donc qui va avoir donc, un départ ici. Alors, c'est vrai que je n'ai pas représenté la flèche, mais il faut imaginer en fait qu'elle part voilà, du centre de la cellule. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à voir, mais alors peut-être on va reprendre ce dessin ici. Voilà, donc un flow field, c'est vrai que j'aurais pu mettre l'extrémité. Donc c'est à chaque point de notre espace ici, on va définir en fait une flèche, donc qui va nous donner une direction. Et ce qu'on va faire, c'est que cette direction-là, eh bien, on va assigner donc la vitesse de notre particule hein, qui va à un moment donné arriver ici sur cette position. Donc on va avoir ici pour chaque position de l'espace, il faut imaginer donc, que pour chaque XY, eh bien, on a des directions ici qui peuvent être complètement différentes, qui vont dépendre en fait de notre champ. Et donc, vous voyez ici que on a par exemple pour chaque pixel ou en tout cas chaque point qui a été représenté ici, ben, on a un flow field un peu qui tourne comme ça. Donc là, ce que j'ai prévu de faire à travers Draw Flow Field, c'est de définir en fait un flow field qui a un petit peu cette tête. C'est-à-dire que vous voyez que c'est un flow field en fait qui, alors je reprends ici, qui en fait est constitué de valeurs un petit peu aléatoires. D'accord? Donc on a l'impression en fait que les particules ici, ou en tout cas les flèches, sont un petit peu aléatoires. Donc je rajouterai la pointe de la flèche. Il faut bien se représenter s'imaginer que voilà, pour chaque point, ici, chaque pixel, hop, on a une flèche qui est associée. Et cette flèche qui est associée, ben, en fait, on va directement dire que cette flèche-là, en tout cas ce vecteur-là, va être associé, ou en tout cas, on va remplacer le vecteur vitesse par les valeurs qui sont associées à ce champ. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va utiliser ici, alors, on va utiliser la fonction ici que j'ai appelée flowField et on va directement l'appeler. D'accord? Donc, on va ici, Vx. On va calculer, en fait, ici, on va stocker dans la variable V le résultat donc, de l'opération flowField. Donc, on va passer à flowField, en fait, la position X, la position Y. D'accord? Donc, vraiment, ce qui va se passer ici, c'est que dans cette variable V, ici,
on va récupérer donc le calcul de ce vecteur ici en une position de l'espace et on va assigner donc le résultat. Donc on peut l'appeler même ici. Euh, on va l'appeler tiens vitesse. Et on va assigner directement à notre particule en fait le résultat donc de ce calcul. Donc c'est le résultat de ce calcul en fait c'est un vecteur qui possède une composante x et une composante y. D'accord. Donc v de x, vitesse point de x, ça va correspondre vraiment à la flèche, la direction de la flèche en x, et pareil pour y. Donc qu'est-ce qui va se produire? Ben, en fait, quand la particule en fait va se déplacer, eh bien, en fait, elle va prendre à chaque point la vitesse. Donc elle va avoir, vous allez voir, un mouvement un petit peu comme ça, un petit peu erratique. D'accord? Voilà. Donc là, vous voyez ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déplace pas très très vite. Alors pourquoi elle se déplace pas très très vite? Ben, parce qu'en fait, les valeurs qui sont retournées par flow field sont des valeurs en fait qui sont comprises entre -1 et 1. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, ici, notre flow field nous retourne une vitesse ou en tout cas un vecteur dont les intensités, ou en tout cas dont la norme de ce vecteur, va varier entre -1 et 1. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ici par une quantité. Donc on va multiplier par exemple par, j'en sais rien, par exemple 50. D'accord? Ça, c'est la partie où on va récupérer donc, pardon, la valeur en un point de l'espace qui correspond à la flèche et on dit que cette flèche, eh bien, on l'assigne directement. D'accord? Donc là, vous voyez que, eh bien, on a alors, un mouvement qui n'est pas forcément très, très évident, mais on a une particule comme ça qui va se déplacer au fur et à mesure du temps. D'accord? Donc là, pour l'instant, c'est pas génial. Mais vous voyez que, en tout cas, on est capable non plus maintenant d'avoir une vitesse linéaire, donc la particule qui se déplace en xy en ligne droite, mais on a une particule en fait dont la vitesse dépend de la valeur donc de cette flèche sur cette grille. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer maintenant ce flow field en fonction du temps. Alors j'ai prévu une petite fonction. Donc simplement, on va ici rajouter, alors à deux endroits, on va rajouter ici, alors je vais peut-être enlever le console.log delta t, et on va passer un troisième paramètre à drawFlowField, on va lui passer aussi le temps, d'accord? Je vois que c'est un petit peu, alors, avec ça bouge, donc c'est pas le mouvement, alors c'est pas forcément ce que j'avais prévu. On va aller faire des modifications dans le code. Donc, vous voyez que là, en passant un troisième paramètre delta t à ce drawFlowField, eh bien, on a ici du mouvement. Donc, les flèches qui bougent un petit peu dans tous les sens. Ah oui, alors je sais pourquoi ça déconne comme ça. Alors non, pardon, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Alors, je vais aller voir ma fonction. Oui, on va pas faire ça. On va pas lui passer directement delta t, mais on va, pardon, excusez-moi, on va pas faire ça. On va stocker une variable en fait qui va mesurer le temps qui a été écoulé en fait depuis le démarrage de notre sketch. Donc, on va avoir accès ici à une fonction. Donc, on va calculer ce temps assez simplement. Plutôt que de passer directement le temps qui s'est écoulé depuis une dernière frame, on va passer ici cette valeur. Donc, millis, en fait, c'est une fonction qui mesure le temps qui s'est écoulé depuis le démarrage du sketch. D'accord? Donc, c'est en nombre de millisecondes. Par exemple, si on fait tourner le sketch depuis 10 secondes, on aura eh bien, cette valeur qui vaut 10 000. Donc, on va la diviser par 1000 et on va regarder ce que ça donne. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Donc ça, je répète, hein, on va passer donc à notre fonction drawFlowField le temps en fait qui s'est écoulé depuis le démarrage du sketch. Donc ce qui va faire évoluer comme ça les vecteurs.
Alors, drawFlowFill, c'est une petite fonction que j'ai définie, mais qui prend, voilà, qui réfléchit en degrés. Donc, on va ici passer, alors je vous passe le sketch si vous voulez suivre en même temps. Donc, on va ici passer en mode degrees, donc ce qu'on avait fait tout à l'heure. D'accord? Voilà. On devrait avoir voilà, des choses un petit peu plus sympas. D'accord? Donc, vous voyez que là, on a comme si les flèches un petit peu, donc on les voit pivoter autour de leur centre. Et donc là, on a un calcul de drawField qui s'effectue en fait en fonction donc du temps. D'accord? Donc ça, simplement en passant, donc j'ai rajouté cette ligne ici dans le setup et j'ai passé à ma fonction donc drawFlowField ici, j'ai passé ce troisième paramètre donc qui décrit en fait le temps qui s'est écoulé depuis le démarrage du sketch. OK? Voilà. OK. Donc on a fait ça et donc il va falloir maintenant qu'on passe, donc ça on l'a passé à notre drawFlowField et dans Particle.js, eh bien il faut qu'on passe ici au calcul de flowfield. Il faut qu'on passe aussi la même quantité en fait. Donc on va lui passer le même paramètre, donc 1000 divisé par 1000. D'accord? Ça, de sorte à ce que le calcul en fait, qui est effectué ici soit cohérent avec le dessin. D'accord? Donc, hop, voilà, j'agrandis. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a la particule ici qui se déplace en fonction un petit peu de ce champ mouvant. Alors, on peut lui augmenter sa vitesse ici. Vous voyez qu'elle va avoir tendance en fait à essayer de suivre bien, les flèches, d'accord, à tout instant. Donc, comme c'est une espèce imaginée comme une particule, en fait, qui est vraiment comme si c'était une particule qui était sur un plan d'eau, en fait, où on a des courants, à chaque instant, en fait, elle va essayer de parcourir comme ça ou de prendre la vitesse, comme si elle était prise dans des courants. D'accord? Donc, c'est vraiment exactement ce qu'on fait. Donc, on calcule vraiment ici, en un point, on calcule ici une flèche. Et cette flèche, voilà, donc ce vecteur-là, on l'assigne directement à la vitesse de notre particule. D'accord? Donc un flow field, c'est ça, c'est une fonction qui, pour x, y, nous donne en fait une direction. Et cette direction, en fait, on décide déjà de la prémultiplier par une valeur. Et on décide aussi de l'assigner directement à la valeur donc, de notre vitesse. OK? Alors, bon, ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais vous montrer ce qui devient assez intéressant, c'est qu'on va regarder un petit peu l'historique en fait de cette particule. On va regarder un petit peu les traces qu'effectue cette particule dans notre espace. Alors pour cela, on va se débarrasser tout simplement ici du dessin du background et du dessin du draw fill. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dessiner en fait la particule et on va jamais effacer notre dessin. Donc on va regarder un petit peu son historique. Donc on va voir un petit peu le chemin qu'elle parcourt à travers ce flow fill. Donc vous voyez qu'elle a un parcours un petit peu sinueux. Donc c'est assez intéressant, assez marrant de voir. Et donc, on va pouvoir aussi, alors peut-être que là, le dessin de la particule est un petit peu gros, donc ça, on va pouvoir le changer ici, d'accord? Donc, le diamètre ici, qui est symbolisé par cette variable à l'intérieur de la classe, c'est cette valeur-là. Donc, on va, le passer à 2, voilà, puis on va avoir des choses peut-être un petit peu plus fines, d'accord? Donc ça, c'est pas mal. Alors, on peut jouer déjà sur ces valeurs-là. On peut jouer sur la vitesse. Donc, si on veut qu'elle aille beaucoup plus vite, on va passer 200. Donc là, elle se déplace. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que quand on va assigner la vitesse, on va multiplier par 200. Donc, ça va agrandir un petit peu, si vous voulez, notre flèche. Et notre particule va se déplacer beaucoup plus vite dans le plan d'eau, ou en tout cas ce champ de vecteurs. D'accord? Donc, vous voyez que cette valeur-là, elle est assez intéressante. Je l'ai dupliquée ici.
Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ici cette valeur, on va l'appeler speed, d'accord? On va la mettre dans une nouvelle variable de notre particule, d'accord? Donc, on va ici utiliser this speed en lieu et place de 200, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu la procédure que j'effectuais avant. Vous vous souvenez, quand j'avais une variable dans mon projet processing, eh bien, une variable qui réapparaissait un petit peu à plein d'endroits, en fait, je le mettais dans une variable. Donc là, c'est exactement la même opération, sauf que je décide qu'en fait, cette variable-là, elle concerne vraiment le modèle d'objet particule. D'accord? C'est vraiment un modèle qui correspond, ou en tout cas une propriété qui correspond à mon objet. OK? Donc ça pourrait être pas mal parce qu'on pourrait se dire, bah, tiens, on n'a qu'à l'initialiser, pourquoi pas, à une valeur entre 100 et 200. D'accord? Donc chaque fois qu'on va construire une particule, cette valeur, donc speed, donc qui correspond avec la vitesse avec laquelle il va prendre un petit peu la direction qui est imposée par le flow field, eh bien, ça va être décidé au hasard. D'accord? Donc ça, évidemment, vous vous doutez que ça va être intéressant quand on va commencer eh bien, à avoir plusieurs particules. OK? Donc ça, c'est pas mal. Donc, chaque fois que je relance, eh bien, je vais avoir voilà, une particule qui se déplace et voilà. Donc il y a le côté initialisation aussi qui est important, puisque là, notre particule, hein, vous avez vu qu'elle part au hasard sur une ligne ici qui est au centre de l'écran, donc qui correspond à un X choisi au hasard entre 0 et la largeur de mon canvas, et entre ici 8 qui est positionné à 8 divisé par 2. OK? Donc ça va jusque-là à peu près? Ouais, je vois Tim qui fait OK. Les autres, ça va? Oui. Ça vous paraît bon, c'est assez ça devient un petit peu complexe là hein, il y a beaucoup de choses. Là, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ce modèle de particules. Donc, on a un objet de particules avec des propriétés donc de position de vitesse. Et là, on a un champ de vecteurs donc qui est symbolisé par cette, ou en tout cas qui est symbolisé par cette fonction, qui va nous donner donc en fonction de la position de l'espace où on est, eh bien, une flèche. Et c'est cette flèche-là qu'on décide d'assigner directement à la position, donc à la vitesse, pardon, de notre particule. Donc, si la particule se retrouve ici, elle va avoir tendance à suivre une ligne droite et puis hop, 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 à se décaler. Donc là, typiquement, si on était dans ce champ de vecteurs-là, et si on lâchait une particule par là, elle aurait tendance ici à faire plutôt un arc de cercle. Hein. Voilà. Et donc à réapparaître selon notre modèle de téléportation de l'autre côté. D'accord? Donc là, elle aurait plutôt tendance à faire voilà, des mouvements pas forcément trop intéressants. Donc là, ce qui est intéressant avec le flow field qu'on a modélisé, c'est vraiment cette notion, vous avez vu, hein, un petit peu comme ça de vague en fonction du temps. Donc, donc cette fonction-là, flow field, elle utilise en fait la fonction pardon, la fonction noise qu'on avait vue. Hein. Donc, c'est un nombre aléatoire, mais pas tant que ça, distribué sur l'espace de notre canevas. Donc, ça, je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais sachez, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça permet voilà, de calculer l'orientation de la flèche en fonction de la fonction noise. D'accord? Ok, voilà, donc ça nous permet d'avoir ce comportement. Bon, ce qu'on a envie de faire, évidemment, c'est de jeter plein de particules à l'intérieur de ce système et de voir ce que ça produit comme dessin. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, je pense qu'on va. Alors, on va peut-être laisser ce sketch ici avec une simple particule. Donc, et on va se positionner donc dans un autre sketch. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on plutôt que de gérer maintenant une seule particule, vous l'avez compris, on va gérer en fait un tableau de particules. Donc, on va créer un système de particules en fait qui va évoluer en fait dans ce système. Donc, vous allez voir, ça va produire une sorte de graphisme assez intéressant, assez organique, et qui vont nous permettre de se rapprocher un petit peu de ce type de graphisme. Ok.
Donc on y va. Je vais dupliquer ce sketch. Voilà, je vais le dupliquer et je vais l'appeler donc particle flow field particle system. Voilà, system. Pareil, je vous donne l'adresse si vous voulez suivre. Et donc, vous allez voir que on va gérer un tableau. Et qui dit tableau, en général, dit parcours de ce tableau à l'aide d'une structure de boucle. Donc, on va revoir les tableaux et la boucle à la fois. Donc, je pense que j'ai sauvé. Oui, c'est bon. Donc, je vais me replacer ici dans Sketch. Donc, je vais conserver ma structure. Et donc, je vais considérer que ma variable P, plutôt que de gérer une seule particule, eh bien, en fait, on va considérer que P va être associé plutôt à un tableau de particules. D'accord? Donc, un tableau de particules, hein, je vous rappelle qu'un tableau, c'est une structure comme ça. Alors, je vais peut-être dessiner. Voilà. C'est une structure. Donc, un tableau, c'est une structure comme ça. Donc, on va assigner à P, en fait, ici, voilà, P, on va assigner non plus une seule variable, ou une seule particule, mais on va assigner comme ça un tableau de particules. D'accord? Donc un tableau, hein, je vous rappelle que c'est une structure en fait qui a une indexation un petit peu induite. C'est-à-dire que dès qu'on crée un tableau, qu'on rajoute des éléments à l'intérieur, eh bien en fait ces éléments, on va leur associer un index. D'accord? Donc là, par exemple, j'ai un tableau qui possède 6 index. D'accord? Alors, je suis à la souris, c'est pas évident, voilà, qui vont donc de 0 jusqu'à 6. Et à chacun de ces cellules de tableau, donc hein, P est associé vraiment à ce tableau, mais à l'intérieur de ce tableau, ici, on va stocker donc le résultat de l'opération. Donc, alors je vais essayer d'écrire, c'est pas évident. New particle, d'accord. Il faut vraiment que j'investisse dans une tablette. Donc, new particle, d'accord. Donc, à chaque fois qu'on va parcourir notre tableau, on va le construire en mettant dans une cellule de ce tableau le résultat de l'opération new particle. D'accord? Donc là, on s'était contenté dans les versions précédentes d'avoir un tableau pour la position, un tableau pour la position en XY, un tableau pour VX, un tableau pour VY. Là, on est plus compact dans le code parce qu'on va avoir un tableau pour notre ensemble de particules. Et ce que cachera, donc ce que va masquer, ou en tout cas ce que va stocker chaque cellule, c'est vraiment une instance de notre objet particule. Et donc à travers ce tableau, donc on aura accès à la particule 0, à la particule 1, à la particule 2, à la particule 3, et chacune de ces particules auront leur propre position et leur propre vitesse, d'accord, qui seront différentes évidemment, puisqu'on va initialiser une particule avec random width, donc une sera peut-être en x égale 100, la deuxième elle sera peut-être en x égale 200. Chacune auront des propriétés communes définies par la classe, mais avec des valeurs différentes. Donc c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre entre cette différence entre la classe et les instances, donc qui partagent les propriétés, mais avec des valeurs différentes. Donc c'est ce qu'on va faire. Allez, on va écrire ça. Et on va considérer que maintenant P, eh bien, c'est un tableau. Alors, comment ça s'écrit dans Processing? Eh bien, ça s'écrit donc comme ça. Il y a deux écritures. C'est soit on construit comme ça, ou l'écriture plus compacte que j'utilise, qui est simplement donc les doubles crochets. Donc, je vous le file ici, si vous voulez copier-coller. D'accord? Donc, ça veut dire création où on assigne la variable P un tableau. D'accord? Donc, qui pour l'instant, ce tableau-là, il est vide. OK? Alors, peut-être, non, peut-être on va l'écrire. On va l'écrire comme ça. Pardon. On va l'écrire comme ça. Parce que ici, avec cette écriture-là, on peut passer entre parenthèses le nombre de cellules que l'on veut. D'accord? Donc là, par exemple, je vais passer 6. D'accord? Qui correspond ici à cette structure. Donc vraiment, quand je crée un tableau, je crée vraiment une structure en mémoire avec un certain nombre de cases
Et ces cases-là vont être indexées donc de 0 jusqu'à la taille moins 1 du tableau. Hein. Donc, quand je crée un tableau qui a 6 cases, les index vont de 0 jusqu'à 5, d'accord? Puisque le 0 compte pour. OK? OK, donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, maintenant, je vais créer mes particules. Et pour créer mes particules, eh bien, je vais utiliser une boucle for. Donc, une boucle for qui utilise donc ici une variable i, qu'on va appeler en général i, c'est pour index, qui correspond donc à l'index de notre tableau. Donc, on va aller de 0 jusqu'à 6, hein, par pas de 1. Donc, on va écrire i égale i plus 1. I égale i plus 1, vous vous souvenez, on peut l'écrire aussi i plus plus. Et donc, on va ici. Donc, hein, la boucle for, c'est une structure de contrôle qui permet de répéter une séquence d'instructions un certain nombre de fois. Donc, ici, 6 fois. Et donc, je vais positionner donc, dans la cellule ici, donc ça s'écrit P crochet de I, on va positionner une nouvelle particule. D'accord? Donc, ça, c'est important de voir que dans chacune de ces cellules ici, donc ça, ici, on a la cellule P crochet de 1. Et P crochet de 1, en fait, ça nous permet d'avoir accès au contenu de la cellule. Donc là, ce qu'on dit, P crochet de 1 ou P crochet de I égale new particule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on met dans la case numéro I de notre tableau, donc dans la case 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une nouvelle particule. Donc vous voyez, l'écriture est beaucoup plus compacte que ce qu'on avait fait quand on avait créé tous les tableaux de les tableaux qui étaient associés à la position X, Y, Vx, Vy. Là, on a juste à remplir la case de notre tableau avec un objet qui représente notre particule. D'accord? Donc l'écriture est super compacte. Et l'avantage de faire ça, c'est que si on veut rajouter demain une propriété à notre particule, pas besoin de créer un nouveau tableau, il suffit juste d'aller dans la définition de classe de notre particule pour ajouter une autre propriété, qui pourrait être par exemple la couleur, qui pourrait être l'accélération, la masse, enfin tout un tas de types de propriétés qui vont soit servir à la modélisation ou soit servir à son dessin. D'accord? Si on reste sur ce modèle de séparer voilà, la mise à jour des datas, des données internes de sa représentation. Donc ça, c'est pas mal. Ben, on a créé nos 6 particules. Donc je ne lance pas parce que ça va provoquer un plantage étant donné que j'utilise toujours ici. Et donc ici, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre à jour toutes nos particules. Okay, donc donc là, vous pouvez presque ici dupliquer cette boucle-là. Hein, et au lieu d'appeler P update, donc qui était avant, P était notre objet particule, vous avez compris, on va appeler P crochet de I. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur chaque objet particule créé à partir de notre classe, on appelle sa méthode update, d'accord? Qui va agir donc sur les positions et les vitesses. D'accord? Bon, ben pareil, ici, une fois qu'on a mis à jour, eh bien, on va dessiner. Et crochet de I. Bon, d'accord? Donc, vous voyez, alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour qu'on ait en visu tout. Donc, on a à la fois l'opération de création du tableau. Donc, la création du tableau, ça veut dire remplir chacune de ces cases avec un objet particulier. Donc, pour l'instant, nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'on remplissait ça avec des valeurs numériques ou avec des chaînes de caractères. Donc là, on met une particule dans chaque case. Et une fois qu'on a cet objet, eh bien, on va mettre à jour donc, chacune de ces particules en appelant donc, la méthode update sur la particule P crochet de I, hein, qui correspond vraiment à la particule qu'on a stockée dans notre tableau. Et ensuite, on refait une boucle. Alors là, vous pourriez me dire, bon, pourquoi une fois qu'on a une fois qu'on a mis à jour la particule, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à profit cette première boucle
pour dessiner en fait la particule. Alors on pourrait en fait, c'est-à-dire qu'on pourrait écrire quelque chose comme ça. Ça, ce serait tout à fait valide hein, si on masquait ça. On met à jour la particule et on la dessine directement. Alors, c'est là, ça ferait rien de différent. Mais en général, voilà, ce que je vous dis, ce qu'on va faire et ce que vous allez voir dans les librairies qu'on va utiliser, c'est qu'en général, on met à jour vraiment tous les objets, donc toutes les positions, les collisions qu'il va pouvoir y avoir, tous les datas. Une fois qu'on a fait ça, on se consacre au dessin. Donc là, la double boucle peut paraître redondante, mais c'est une bonne pratique en termes de structure, on va dire, générale de programmation un petit peu avancée. On met à jour, une fois que tout a été mis à jour, parce qu'il se peut que euh, on pourrait imaginer que là, les particules sont interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que la particule 12 la particule 5 va influer la particule 1. Ça pourrait être possible dans notre modèle. Eh bien, ça, il faut être sûr que on a mis à jour tout ça et on dessine après. On finit de dessiner. Donc là, ben, on va lancer ça, puis on va regarder ce que ça donne. D'accord? Donc là, je devrais avoir 6 particules voilà, qui sont lancées eh bien, à partir donc, de cette zone centrale et qui évoluent donc, dans notre système donc de flow fill. D'accord? Donc ça devient un petit peu intéressant. Alors, vous avez vu que là, pareil, hein, toujours, j'ai volontairement répété le nombre de particules. Donc, vous avez vu que ce nombre de particules-là, il se répète à plusieurs endroits. Donc, on a créé le tableau donc, avec nos 6 cases. On a rempli ce tableau avec des nouvelles particules. Donc, le 6 apparaît ici. Il réapparaît ici pour la mise à jour et il réapparaît ici pour le dessin. Donc, ça, vous savez que ce n'est pas une très, très bonne pratique de copier-coller comme ça des valeurs à travers le code et on va préférer avoir une variable, et vous allez voir, bah, c'est beaucoup plus pratique, hein, qui va stocker en fait le nombre de particules qu'on veut créer dans notre programme. Donc ça, bah, toujours pareil, on va assigner une variable à voilà, à cette quantité-là. Donc on va l'appeler NB underscore P et on va lui assigner donc la valeur de 6. D'accord? Ce que je dis, c'est que ici, on a ce nombre de particules qui se répètent à différents endroits du programme. Ça, on a vu, et vous savez que ce n'est pas une très bonne pratique et qu'on préfère associer donc une variable à cette quantité. Donc là, j'ai créé une variable qui s'appelle NBP. Voilà, donc ça, c'est nombre de particules. L'avantage de faire ça, c'est que, hop, on va changer une seule fois la quantité ici. Et normalement, si on utilise bien notre variable dans notre code, eh bien, ça va permettre eh bien voilà, d'avoir une modification en un seul endroit. Donc, partout où vous avez 6, eh bien, on va rajouter NBP. D'accord? Donc, ici, dans la première boucle de création, ça, on va avoir un i qui va aller de 0 jusqu'à cette valeur NBP. Donc, si on met 1000, eh ben, on ira de 0 jusqu'à 999. Et ici, donc, tac. Donc là, j'ai remplacé 6 partout où il apparaissait ce graphisme, enfin pas ce graphisme, mais cette valeur. D'accord? Donc là, l'avantage de faire ça, c'est que si je veux mettre 50, eh bien, ça ne va pas changer le comportement de mon programme, ça va juste changer la taille du tableau et les boucles de mise à jour. D'accord? Donc là, je peux me lâcher, on va aller jusqu'à 100. Alors là, ce qui va être intéressant, donc là, ça va pour l'instant, donc cette notion voilà, de tableau, hein. Donc vraiment retenir que un tableau, c'est vraiment une succession de cases qui sont numérotées, donc en fonction évidemment de la taille du tableau, et que dans ces cases, ben, vous avez vu qu'on peut mettre un petit peu n'importe quoi, et notamment des objets construits à partir de notre classe particule. Alors là, je vais vous montrer, on va aller travailler dans la comment dire, la fonction draw de la particule et on va utiliser des options de dessin, en fait, là, simplement. Donc,
je vous montre simplement quelque chose qui est assez intéressant de faire, c'est de dessiner notre particule maintenant. Oh, mais d'ailleurs, on va pouvoir le faire. Oui, non, on va le faire ici. Donc, dans le draw de la classe particule, hein, donc vous voyez que chaque particule, en fait, va se dessiner ici eh bien, en noir et sans contour. Donc, ce qui est intéressant de faire, en fait, c'est de passer un paramètre ici de transparence. D'accord? Donc, vous allez voir que au lieu de dessiner en noir complètement opaque, on va dessiner ici avec une valeur 20. Donc 20, c'est sur une échelle entre 0 et 255. Donc une opacité relativement faible, mais comme on est en mode additif sur le dessin, eh bien, vous allez voir, les traces vont s'accumuler. Donc, ce qui va créer ici des espèces de, de- de finesse dans le dessin. Donc, vous pouvez le laisser tourner un petit peu et ça produit des résultats assez intéressants, en fait. Donc là, même, on peut modifier. Je vais modifier, on peut modifier. Donc là, ce que je répète, hein, je suis allé dans le dessin de la particule et j'ai modifié ici directement l'appel à cette fonction. Donc fil 0, ça permettait de remplir, de dessiner notre cercle avec un noir opaque. Et là, le fait de lui passer donc un deuxième paramètre ici indique la quantité, enfin l'opacité de la couleur passée ici, hein, du niveau de gris passé ici. Donc, vous voyez, ça donne des choses assez belles, en fait, assez intéressantes graphiquement. Donc, pareil, hein, vous pouvez essayer, par exemple, de modifier le diamètre ici. Donc, on pourrait voilà, dessiner des choses plus imposantes. Ça donne. Là, c'est peut-être ça va un petit peu vite. Donc, on va essayer des choses peut-être un peu plus raisonnables. Et même, tiens, allez, on va changer la taille on va changer des choses. Donc là, ce que vous voyez, c'est que, ben en fait, donc les conditions initiales sont assez importantes. Donc là, vous voyez, quand on relance le code, en fait, les particules sont distribuées ici sur cette ligne horizontale. Donc ça, pareil, ça peut faire partie des expérimentations. On peut aller changer un petit peu les conditions initiales lorsqu'on construit en fait notre particule. Donc là, vous voyez que le X et le Y, quand on fait new particule, ils sont placés à random width et 8 divisé par 2. Donc là, je peux essayer, par exemple, random de 8, d'accord? Donc là, quel effet ça va produire? Ben, en fait, nos particules vont démarrer au hasard sur la surface de notre canvas, d'accord? Vous voyez. Donc ça peut être intéressant parce que du coup, les conditions initiales ben, produisent des résultats différents sur le dessin final. Alors pareil, on pourrait ici modifier ces valeurs extrêmes, donc de random speed. Vous voyez, je ne sais pas, passer par exemple entre 10 et 200. Donc on va avoir des particules très très lentes, voilà, celle-ci, et puis d'autres qui sont beaucoup plus rapides, d'accord? Donc les particules en fait qui sont lentes, bah, elles vont avoir tendance à rester bloquées un petit peu localement dans leur système, hein, puisqu'elles vont voilà, elles vont pas profiter de l'élan de leur vitesse. Donc ça peut être voilà, assez intéressant. Donc on peut essayer des valeurs un petit peu extrêmes, hein, voilà. Donc Et là, vous voyez que des... Oui, on ne pourrait pas définir des limites dedans les sketchs, par exemple un cercle pour que ces mêmes systèmes de particules bougent que dans les cercles qui à l'intérieur ont une forme n'importe laquelle. ouais, bien sûr, oui, bien sûr, on peut faire ça. Alors ça, alors, à quel niveau ça interviendrait? Eh bien, ça interviendrait ici, tu vois. Donc là, par exemple, on bouge sur le canvas et donc les particules ont la liberté de se déplacer sur ce canvas. Mais on pourrait très bien leur dire, bah, si tu dépasses, j'en sais rien, un cercle de diamètre tant, eh bien, tu restes bloqué sur la périphérie du cercle. Tu vois, ça pourrait être ici une condition. Donc, on pourrait écrire
ici une nouvelle méthode qui, au lieu de dire this téléporte, on pourrait dire this reste dans le cercle, tu vois, reste dans le cercle de diamètre, j'en sais rien, de diamètre 200 pixels, tu vois. Donc ça, on pourrait écrire en fait cette méthode ici, qu'on écrirait à l'intérieur de la classe particule, qui indiquerait en fait que bien notre cercle, enfin nos particules vont rester bloquées. Donc ça, c'est une solution. Après, il y a la solution graphique qui consisterait à utiliser un masque de dessin, tu vois, qui serait peut-être plus direct, où tout ce qui est dessiné hors du cercle ou hors du masque, ben, en fait, n'est pas dessiné. Donc ça, il y aurait deux approches un petit peu différentes. Une approche plutôt, je dirais, de simulation et une approche plutôt qui concerne le dessin et qui laisse les particules ou les particules un petit peu libres. Et le masque de dessin, il peut être aussi complexe jusqu'à faire des visages, par exemple. Bien sûr, ouais, bien Ah, sûr, bien sûr. Alors, comment faire un masque? Alors, il y a une fonction qui s'appelle, donc dans P5JS, je crois qu'il s'appelle tout bêtement masque. On va aller voir, mais grosso modo, tu donnes une image, je pense que ça fonctionne comme ça, tu donnes une image en noir et blanc. Donc tout ce qui est en blanc, bah, ça va laisser passer le dessin. Tout ce qui est en noir, en fait, ne va pas laisser passer le dessin. Donc je pourrais regarder, si ça vous intéresse, un petit exemple, en fait, à partir de ça. Ça peut être assez intéressant, ouais, de moduler ce dessin. Donc là, je ne sais pas si l'exemple est ultra explicite. Mais en tout cas, voilà, on peut utiliser du masque dans Processing. Ça, c'est certain. Je regarderai si ça vous intéresse la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que. Ouais, donc, bon, j'ai pas. Ouais, déjà 10h19, donc c'est vrai que ça passe un peu vite. Je me suis un peu. Bon, en même temps, je pense que je pense que je vais pas trop vite non plus. Donc voilà, donc vous pouvez jouer déjà sur ces paramètres ici. Donc, condition initiale, c'est-à-dire où se positionne. Alors, alors j'ai pas testé, mais par exemple, on peut dire bah, qu'est-ce qui se passe si toutes les particules partent du centre de l'écran. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oui j'ai laissé ma méthode qui n'existait pas, donc forcément. Donc, vous voyez, là, elles partent toutes du centre. Donc, comme le champ au démarrage, en fait, bah, il est pareil, enfin, il est pareil pour tout le monde, mais que la vitesse n'est pas pareille, bah, en fait, comme il évolue au cours du temps, bah, vous voyez, ça produit ces sortes de vermicelles un petit peu centrées. Voilà. Donc, on peut les faire partir aussi, pourquoi pas, on peut essayer. On peut les faire partir, par exemple, de la moitié donc, de l'écran et on peut les faire partir du haut. Donc, on va voir, devrait soit se diffuser ou soit partir vers le haut. Donc, ça fait partie, pareil, des choses qu'on peut expérimenter. Voilà. Donc là, elles sont toutes parties comme ça, à rebours, et puis voilà, elles naviguent ensuite. Donc là, pareil, sur les vitesses, on peut regarder ce qui se passe quand les vitesses sont très faibles. Voilà. Bon, là, le dessin s'accumule, donc c'est pas forcément très, très intéressant. Donc après aussi, on peut jouer sur les options de dessin. Là, je dessine des particules. Donc là, vous comprenez là que j'accumule le dessin dans le sens où j'efface jamais en fait ce que j'ai dessiné précédemment. Donc pour essayer aussi ici de moduler cette valeur, hein, d'avoir là, ça va marquer très très faiblement. Voilà. Ce qui peut être intéressant aussi, je pense. Donc on va les relancer, tiens, à partir du centre de l'écran. Ce qui donne des choses assez intéressantes. Donc là, pareil, on pourrait se dire, bah tiens, on pourrait dessiner en fait les particules avec. Alors vous pouvez essayer d'autres couleurs, hein, mais on pourrait. Alors donc c'est ce qui fait lui Tyler Hobbs dans son sketch en fait, c'est qu'ici, en fait, il a une palette de couleurs
Et donc, tout le jeu, là, ça va être de retrouver un petit peu bien les palettes de couleurs. Donc là, très certainement que les particules, en fait, en fonction de leur chemin ou de leur âge, vont avoir des couleurs différentes. Donc, on pourrait imaginer avoir un système où on a la couleur aussi qui évolue au cours du temps. Donc, parmi les paramètres qu'on peut modifier aussi, on peut aller modifier directement. Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut aller modifier directement en fait cette fonction-là. D'accord? Donc, cette fonction-là, alors je voulais vous le montrer, puis on ne va pas avoir le temps. Vous pouvez aller modifier les valeurs à l'intérieur de voilà, de cette fonction ici. Donc, dans Utils, dans Flowfield, vous avez notamment ici des valeurs qui concernent le noise. Alors pareil, 0,01. En fait, ce paramètre-là, ici, il va 0,01, en fait, il va un petit peu décrire, comment dire, un petit peu la notion de brisure de votre fonction. Enfin, la notion de régularité de votre fonction. Donc, si on met par exemple 0, 0,1 et 0,1, ben, vous allez voir qu'en principe, voilà, les particules, ben, on dirait qu'elles voilà, elles se déplacent, mais de manière un peu plus, moins fluide, un peu plus erratique. Ça, c'est lié au comportement de la fonction noise. Et ça peut produire des choses assez intéressantes. Donc, on peut aller même à la limite, tiens, aller essayer 1, 0 et 1, 0, par exemple. Là, on a presque, vous voyez, là, une espèce de déplacement. Voilà. Donc, presque on dirait un champignon qui se développe. Donc, c'est assez. J'avais pas essayé avec cette valeur, mais c'est assez intéressant en fait, là, ce que ça produit comme image. Donc, vous voyez, on a un système avec un système de particules où on a quand même énormément là de moyens de moduler un petit peu le comportement. Alors, je vais vous remettre 0,01 et aussi, vous pouvez jouer en fait sur ces valeurs. Alors, ces valeurs-là, tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je m'étais planté en fait. C'était normalement les bonnes valeurs, c'est ça. Les valeurs, c'était ça. Ouais, en fait, je m'étais planté, j'avais mis. Bon, c'est pas forcément très très grave. Enfin, si, remarque, c'est grave puisque les particules ne reviennent pas. Et pourquoi elles ne reviennent pas? Oui, alors on peut essayer de moduler aussi ces valeurs-là. Donc, ces valeurs, en fait, elles indiquent l'angle minimum et l'angle maximum que peut prendre notre flèche. Donc ça peut être intéressant aussi de jouer là-dessus. Alors, j'ai pas trop expérimenté là-dessus parce que les particules ont tendance, voilà, à pas revenir elles sont piégées après dans une espèce de champ comme ça qui leur permet pas de revenir. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Ah, mais non, elles reviennent pas, pardon. Je vous raconte n'importe quoi, en fait. Elles reviennent pas parce que j'ai mis en commentaire dans la classe particules ici, j'ai mis en commentaire le téléporte ici. Voilà, tout bêtement. C'est pour ça que je me disais, revenez pas, elles sont piégées. Et voilà. Donc, vous voyez que là, dans cette fonction aussi flow field, il y a pas mal de latitude aussi de jeu en fait sur les paramètres. Donc ça, c'est vraiment l'angle minimum moins 180 degrés et l'angle maximum, donc 180 degrés. Donc là, on permet, en tout cas à nos flèches de notre champ de vecteur, de faire un tour complet. Voilà. Et ça, donc, ces paramètres-là indiquent un petit peu le niveau de brisure de notre surface. Là, on peut essayer. Donc, vous pouvez limiter, par exemple, votre particule. Accepter. Ah oui, même ça, c'est le cours suivant qui arrive. Ouais, bon, j'accepte. Oui, donc certains du cours suivant qui arrive. Voilà, donc 90, on peut faire des modifications comme ça. Donc, et vous regardez. Donc là, ce qui se passe, c'est que les particules, en fait, eh bien, peuvent se déplacer que de l'angle moins 90, donc qui correspond vers le haut, à 90 vers le bas. Donc, vous voyez, là, on crée un flow field, en fait, qui va aller que dans un. D'ailleurs, on pourrait le dessiner hein, pour voir. Mais on crée comme ça une espèce voilà, de traînée, parce que les particules peuvent jamais aller vers la gauche. Quoi. En fait, elles peuvent aller que vers le haut et le bas et vers la droite.
Donc en général, les bonnes valeurs, donc je m'étais planté tout à l'heure, c'est voilà, ces valeurs-là. Donc là, pareil, on peut essayer. Alors pareil, on peut essayer de moduler aussi le temps, hein. On peut multiplier le temps par 10. On devrait avoir des choses un peu plus rapides. Voilà. Ce qui est pas mal. Voilà, donc énormément de latitude de jeu donc sur ces possibilités de flow feed. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de ce calcul-là, mais sachez qu'en gros, la fonction noise pour un xy, donc de notre espace, va nous retourner une valeur. Et cette valeur, on la convertit donc en un vecteur orienté. Voilà. Donc, on considère que la valeur qui nous est retournée est simplement l'angle de ce vecteur que vous avez vu bouger. Donc, je rajouterai les petites flèches parce que c'est quand même assez important. Donc, vous voyez, ça produit des graphismes assez beaux en fait, assez organiques. Donc, vous pouvez essayer voilà, de jouer sur les paramètres ici. Donc, il y a les conditions initiales des particules, où est-ce qu'on positionne les particules dans l'espace. Et vous pouvez jouer aussi sur cette fonction ici de flow field, donc en modifiant les paramètres. D'ailleurs, ce qui sera assez intéressant, c'est de modifier cette fonction pour lui passer cette valeur en paramètre. Donc, même on pourrait passer l'angle maximum et l'angle minimum. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà, donc jeu à la fois sur les conditions initiales des particules, donc où est-ce qu'on les positionne au tout début. Jeu aussi sur ici la vitesse. Donc cette vitesse vient moduler on va dire la longueur de la flèche qui nous est retournée par notre flow field. Alors attendez, j'accepte. Et ouais, donc tout le monde arrive. Ouais, donc ça va être l'heure d'arrêter. Et donc vous pouvez aussi jouer sur des options de dessin. Donc vous avez vu là, on a utilisé vraiment le fait qu'on puisse dessiner avec un diamètre différent, avec une transparence différente. Donc ça peut être intéressant d'essayer aussi, pourquoi pas, au lieu de dessiner des cercles, on va pouvoir dessiner, j'en sais rien, des lignes. On peut dessiner d'autres formes géométriques. Ça peut être intéressant donc je pense que c'est ce qu'il utilise. Lui, il a eu, à mon avis, il dessine plutôt des lignes en fait. Et vous voyez ici des formes géométriques, des espèces de courbes, mais dont les points suivent ce flow field. Donc ça peut être pas mal. Alors là, oui, il utilise une technique, mais qui est assez intéressante, qui est au lieu d'avoir un angle, donc un vecteur qui varie de manière continue, en fait, il va quantifier le vecteur du flow field. Donc, il va prendre, il faut imaginer comme s'il variait vraiment de manière un peu brutale entre certaines valeurs prédéfinies. Donc, ça crée ce type assez beau de graphisme. Donc là, par exemple, on voit typiquement les particules qui se déplacent et puis tout d'un coup, là, pam, elles partent dans une direction. Donc ça, c'est des multiples, je pense, de pi sur 4, donc de 45 degrés. Donc ça peut être intéressant aussi à quantifier. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce cours sur les particules et flow field. Donc, ce qu'il faut bien retenir pour ce cours, hein, donc il y a 10 000 choses qu'on a vu synthétiser. Donc, cette notion vraiment de classe qui permet de regrouper plusieurs propriétés. Ces propriétés, on peut leur adjoindre, ou ces classes, on peut adjoindre des méthodes qui vont agir sur les propriétés d'un objet. Donc ici, on a créé des méthodes qui permettent d'agir sur la position, la vitesse de notre particule, hein, et puis d'avoir des méthodes comme téléporte, donc qui permet de transporter une particule d'un bout à l'autre de l'écran, mais on pourrait, alors j'ai pas essayé, mais on pourrait essayer de remettre ah oui, mais elle marchait pas la méthode rebound, donc de faire rebondir nos particules comme on l'avait fait dans les sketchs précédents. Donc cette notion aussi de flow field, hein, donc vous avez vu flow field. Alors si je remets hop ici, voilà, je vais remettre voilà le dessin du flow field. Là, on les voit les particules. Donc un flow field, vraiment, c'est un vecteur, donc une flèche qui est orientée
et qui dépend voilà, de la position. Donc la flèche va dépendre à la fois de la position sur l'écran et aussi du temps. Donc c'est vraiment ce champ de vecteurs-là qui permet d'avoir des comportements intéressants. Et donc celui-ci est basé sur la fonction noise. D'accord? Donc là, si je regarde ici, donc si je vais par exemple dans ici, ben, vous voyez par exemple que si je modifie ce paramètre tout à l'heure, voilà. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus cassé. Et ce qu'on voyait sur le comportement des particules qui avait tendance ici à être un peu plus erratique. Hein. Donc quand on a des variations ici un peu plus fluides, elles ont tendance à avoir des mouvements un peu plus, voilà, un peu plus réguliers. Donc là, vous voyez par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'elles se déplacent, on ne les voit pas très bien, le alpha est pas. Mais ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, ça aussi. Donc, il y a cette notion un peu de hasard, là, de choses qui tournent, mais avec quand même une continuité. Donc, tiens, on va juste regarder ce que ça donne, parce que ça a l'air pas mal, cette config. On a des choses, des évolutions dans le temps qui sont un peu plus, voilà, un peu plus smooth, quoi, un peu plus fluide. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc pareil, voilà. Bon, enfin, j'étais parti pour faire des tests. Bah, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement. Donc la semaine prochaine, on va voir bah, plutôt la notion de force. Donc j'avais prévu de voir aujourd'hui. Donc on va voir comment rajouter à ce système de particules des propriétés de masse. Donc ça va être simplement rajouter une variable à l'intérieur de notre classe. On va rajouter des propriétés aussi d'accélération. Voilà. Donc, on utilisera une loi de la physique, découverte ou en tout cas modélisée par Isaac Newton au XVIIe siècle, et de dire que ben, l'accélération d'un objet est reliée à la force qu'on lui applique, d'accord, et proportionnelle même à l'accélération et à la masse. Donc, on verra comment on peut modéliser ça. Et vous allez voir que pareil, on va réussir à produire des mouvements assez fluides en fait, de particules qui sont attirées ou repoussées en fonction d'attracteurs. Donc là, on rentrera un peu plus dans la simulation d'objets physiques avant de passer à Box 2D. Bon, mais je mets les deux premières sessions sur YouTube ce soir ou cet après-midi. Je vais faire ça en début d'après-midi. Et toujours pareil, si vous avez des questions, donc je ne vous donne pas d'exercice pour la semaine prochaine, je pense que ce sera pour la semaine d'après. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas par email. Donc je mets tout ça, les sketchs en ligne dans la collection, donc l'Axis U6 sur mon sketchbook. Et puis voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci, au Bonne revoir. journée, au revoir. Merci, Au revoir, bonne journée. Merci.